Et chose promise, chose due, aujourd'hui nous allons focaliser notre débat sur Glaxo et les événements ou l'événement important qui se tient regroupant tous les dirigeants du monde qui sont concernés par l'avenir de leur planète, qui sont vraiment soucieux de contrer les effets néfastes de l'industrialisation, de la pollution, du réchauffement climatique et rectifier, si on peut le dire, ou remédier aux erreurs commises dans le passé quand chaque région se contentait de résoudre ses propres problèmes, négligeant toutes les autres régions du monde et oubliant que le monde est une seule planète, nous sommes les habitants d'une seule planète. Cette fois, les dirigeants mondiaux réunis à Glasgow pour la COP 26 se sont engagés au deuxième jour du sommet sur le climat à enrayer la déforestation d'ici 2030, outre des éléments très importants. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ahmed El-Lessi Nassef, analyste politique. Dr Ahmed El-Lessi Nassef, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. En fait, il y a un agenda très précis autour duquel les dirigeants du monde se sont réunis à Glasgow, et justement, il s'agit vraiment de parvenir à des résolutions très importantes. Tout d'abord, quels sont les principaux axes de ces débats, de ces négociations? Quels sont les principaux objectifs autour desquels les dirigeants se sont réunis? Maintenant, je pense que l'axe principal de cette forum, on ne peut pas continuer comme on est aujourd'hui. Sinon, on risque de transformer la planète à un milieu qui n'est pas vivable vraiment. Donc, on a besoin de changement. Je pense que ça, c'est l'axe principal que tout le monde s'est mis d'accord avec. Mais, ça, c'est la définition du problème, si vous voulez. Mais c'est quoi la solution? Donc, et c'est là que ça devient très, très compliqué. Parce que, pour commencer avec, c'est très important de savoir que 80% de pollution des raisons qui sont en train de faire le réchauffement global, il vient de les 20 plus grandes économies, les G20 du monde. Donc, c'est pas, c'est vrai qu'on a, si je ne me trompe pas, on a 196 pays, mais 20 pays parmi ces 200 pays, ce sont la cause de 80% de problèmes qu'on a aujourd'hui. Et la vérité des choses, il n'y a pas assez de... C'est une dilemme, parce qu'il n'y a pas... Il est très difficile d'avoir une volonté politique, si vous voulez, parce que ça va coûter de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Partir des sources classiques d'énergie, comme le pétrole, comme le charbon même, vers l'énergie renouvelable, l'énergie plus propre, ça va coûter de l'argent. Lorsque les 20 plus grandes économies sont en compétition parmi eux, et c'est très important pour qu'ils gardent leur croissance économique de garder leur coût de production bas. Donc, malheureusement, on est entre deux choix qui sont très difficiles. Est-ce que ces pays vont sacrifier leur attractivité ou efficacité économique pour protéger la planète? Et ça, c'est une dilemme et c'est une question qui est très, très difficile à répondre. Et c'est pour ça que l'accord de Paris en 2015 n'a pas réussi. Il y avait dans cet accord des choses qui étaient très correctes et tout,
mais vraiment, ils n'étaient pas faisables, ils n'étaient pas réalistes. Et là, que l'accord n'était pas, comment dire, pratique sur Terre. Okay. Sur le terrain, c'était très difficile d'appliquer l'accord de Paris et c'est pour cela que ça a échoué. Donc, vraiment, je pense que l'avantage de Glasgow, jusqu'aujourd'hui, qu'on s'est mis d'accord sur le problème. Malheureusement, je ne pense pas qu'on a pu arriver encore au moins à une solution à cause de la dilemme que je viens d'expliquer. Vous êtes en ligne. Pardon? Docteur Lessina, vous êtes en ligne. Oui. Oui, très bien. En fait, il y a aussi les défis. C'est une seule planète, nous avons des défis communs, mais le chef de l'État a bien souligné les défis du continent africain et a renouvelé l'appel de manière à ce que les pays développés se soumettent à leur engagement, celui de fournir 100 milliards de dollars qui sont censés être alloués pour aider les pays en développement à relever leurs défis. À votre avis, quelles sont les spécificités des défis du continent africain? Malheureusement, le continent africain, c'est un continent, surtout sur le niveau des technologies, c'est un continent qui est en train de suivre. Ça veut dire que, par exemple, on ne produit pas, on ne fabrique pas des voitures en Afrique, mais toutes les voitures en Afrique sont importées d'autres pays, et ainsi de suite pour les machines, pour les usines et tout. Donc, un des plus grands défis que l'Afrique, plus ou moins, n'est pas indépendant sur le point de la décision. L'Afrique est forcée d'une façon ou l'autre de suivre la technologie qui est exportée des pays, disons la plupart de G20, les pays qui sont un peu plus avancés sur le niveau de technologie et ils exportent ce qu'ils sont en train de produire pour l'Afrique. Donc l'Afrique n'a pas trop de choix que suivre les pays développés. Et là, ça devient très difficile qu'il part sur un parcours qui est différent. Donc l'Afrique est forcée de suivre les pays un peu plus développés, surtout sur le niveau technologique. Donc, si les pays ne prennent pas, les plus développés, ne prennent pas l'initiative, l'Afrique ne peut pas faire grand-chose tout seul. Est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est ça la vérité sur le terrain. OK? Donc, l'Afrique est forcée à suivre. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je peux dire les petites productions industrielles qui existent en Afrique à cause de l'état économique du continent sont forcées d'utiliser les moyens les moins chers pour à cause que on a des économies des économies qui sont sous-développées et les citoyens ont une affordabilité très limitée là. Donc, c'est peut-être avec le soutien des pays plus riches que l'Afrique peut passer des vieilles technologies qui sont très polluantes, qui causent le réchauffement global, à d'autres sources, surtout d'énergie, qui sont un peu plus propres. Mais ils ne pourraient pas faire ça tout seuls. Ils ont besoin vraiment d'un bon soutien des pays plus développés. Si vous voulez. Un des aspects importants, c'est l'écart existant entre les fonds disponibles et ce qu'on doit faire, et entre les défis à relever. À votre avis, est-ce qu'il y a un moyen de combler ce gap? On doit se mettre d'accord que le problème qu'on est en train de discuter aujourd'hui, c'est un problème global. C'est pas
le genre de problème que c'est un peu comme l'histoire de Covid-19. Ces genres de problèmes n'ont pas de frontières. Ça ne fait pas la différence entre race, religion et couleur. Donc là, on doit mettre, et c'est pas des slogans, mettre les mains en main pour s'aider à traverser ça. Si le réchauffement global touche à tout le monde, sans exception. Donc, ça ne va pas être très juste si les pays vont se dire, les pays plus développés, on va prendre soin de nous-mêmes et on va laisser les pays sous-développés tout seuls. Si on ne s'aide pas comme humanité, parce que le risque est un risque pour la planète comme toute la planète. Donc, si on ne va pas s'aider comme des êtres humains, comme des humanités, on ne peut pas laisser quelqu'un derrière. On va rien changer. Ok. Donc là, on doit se mettre tous ensemble. Une deuxième fois, c'est plus ou moins comme le cas de Covid. C'est un virus qui ne tape pas les frontières, ne fait pas la différence entre la race et la couleur, et attaque tout le monde de la même façon. Si on va seulement vacciner les plus riches et les pauvres vont tomber malades, le virus va se reproduire et va attaquer une deuxième fois. La seule solution, c'est une solution globale, complète, qui parle à tout le monde. C'est clair que le monde entier a commis des erreurs dans le passé, des erreurs qui sont à l'encontre de l'environnement et de la biodiversité. À présent, il y a une grande sensibilisation vis-à-vis de l'importance et de l'ampleur du problème. Et une des conséquences ou un des résultats, c'est par exemple les voitures électriques. C'est le recours à l'énergie propre et l'énergie renouvelable. À votre avis, est-ce que c'est une question de financement pour ce changement, pour aller de l'avant, ou une question d'idéologie? Il faut sensibiliser davantage les populations et pas seulement la volonté politique des différents États. Si je peux me permettre, j'aimerais reculer un petit pas en arrière ici, parce que c'est très important de savoir le source de l'électricité qui va nourrir ces voitures électriques. Parce que si on va utiliser le pétrole pour produire de l'électricité, pour le mettre dans les voitures, on n'a pas fait grand-chose. Ok. Et là, c'est très important que le source soit une source propre. Donc, et c'est là que l'administration égyptienne aujourd'hui est en train de faire des investissements énormes, par exemple, dans le domaine d'énergie solaire. Là, si on a les sources qu'on commence avec, et un bon source, c'est là qui va nous mener dans la bonne direction. Mais une deuxième fois, on doit retourner là dans les racines des problèmes où on est. Et là, écoutez, on ne peut pas rester avec des slogans. La vérité des choses, que si on va donner à un consommateur normal le choix très souvent, le choix entre une voiture qui coûte 5 fois le coût d'une voiture normale en pétrole, parce que la voiture qui est plus chère fonctionne avec l'électricité, assurez-vous qu'il va toujours choisir la moins chère. C'est ça la dynamique des choses, c'est ça les lois d'économie. Donc, c'est très très important qu'on a la technologie, la nouvelle technologie qui soit affordable. Parce que les voitures électriques sont partout. Le Tesla, tout le monde peut l'acheter, mais elle coûte 3 ou 4 fois plus cher qu'une voiture normale. Donc, on ne peut pas s'attendre que tout le monde va partir acheter des voitures qui est 3 fois plus chères seulement parce qu'on est responsable. Malheureusement, le consommateur ne fonctionne pas comme ça. Ok. Moi, je peux vous donner un exemple. Dans une des sociétés où j'ai travaillé,
on avait pas mal de problèmes à cause d'utilisation des bouteilles en plastique. Et on a développé au moins 4 pour les boissons. Et on a développé au moins 4 ou 5 alternatives. Mais le consommateur, lorsqu'il avait autant de problèmes avec le plastique et l'effet du plastique sur l'environnement et tout, n'était pas prêt à payer même 3% plus cher pour le même boisson, pour l'avoir dans un conteneur qui est moins abrasif aux environnements. Et là, c'est un équilibre qui n'est pas très facile toujours à arriver. Parce que le consommateur veut le beurre et l'argent du beurre, s'il vous plaît. OK? Et là, ça devient un vrai défi. Oui, vous avez tout à fait raison. Docteur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Évidemment, on a encore une longue trajectoire à parcourir. Il s'agit d'un travail énorme, colossal, mais surtout en se tendant la main. On ne peut plus réfléchir en termes de pays ou de régions. Il s'agit d'une planète, il s'agit d'un globe. Nous sommes tous responsables. Nous devons remédier et rectifier les erreurs du passé quand la sensibilisation n'était pas bien adressée, quand le message n'était pas bien arrivé, quand il n'y avait pas suffisamment de prise de conscience quant à l'importance de nos actes. Le monde a couru vis-à-vis de l'industrialisation, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis de la renaissance industrielle, et personne n'avait vraiment calculé les dégâts. Aujourd'hui, nous essayons tous d'endiguer ces répercussions, de protéger les parties ou les régions du monde qui sont plus vulnérables. Il s'agit surtout de fournir les fonds nécessaires pour accomplir cette tâche colossale. Merci pour votre attention. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.